Bonsoir, nous sommes le 14 août, il va être 20 h. Il a fait une chaleur accablante, donc j'ai retardé la promenade de Goliath, qui est là. Vous le verrez à la fin, il commence à s'impatienter. Nous allons bientôt sortir, mais il fait encore 28 degrés. Heureusement, le ciel se couvre pour la première fois depuis des semaines. Vous voyez, là, il y a peut-être des orages qui se préparent pour demain. C'est ce qu'on annonce. Donc, avec tout ça, nous shootons une vidéo ici à mon bureau. Bon, c'est pas à cause de la chaleur, c'est pas à cause des orages, c'est pas à cause d'Oxo qui boycotte les vidéos au mois d'août. Il vous l'a clairement fait savoir. On peut pas parler d'animaux, donc passons au vif du sujet. Je pense avoir des choses très intéressantes à vous révéler aujourd'hui concernant deux génotypes qui me sont chers, l'ApoE et le DIO2. Alors, il y a un certain nombre de choses que je connaissais sur le génotype ApoE. Je ne pense pas les avoir trop mises en évidence. J'ai probablement dû le mentionner, mais je n'ai pas discuté ça dans les vidéos précédentes, bien que vous trouverez certainement au moins 3 vidéos sur le génotype ApoE. Mais j'ai trouvé ce matin, ce midi, un article que je ne connaissais pas, qui est paru le 20 mai 2020, 20 mai 2020, et voilà donc l'article en question, qui est publié par le Journal of Endocrinological Investigation et qui concerne le génotype DIO2, la déiodinase 2. Et je ne connaissais pas cet article. Je l'ai trouvé un peu par chance. Je recherche régulièrement les articles sur ce génotype en particulier qui me fascine. Mais celui-là, je l'ai loupé. Et aujourd'hui, je suis tombé dessus. Alors, bon, je suis dans un état pas possible. Et donc, je ne peux pas attendre. Je vous en fais part. En tout cas, je shoote la vidéo que nous passerons dès que c'est possible. Alors, comme pour tout article que je vous commente dans mes vidéos, je vous montre les éléments principaux. Donc, les auteurs me semblent dignes de foi. Ils se répartissent, il y en a une petite dizaine, 9 très exactement. Ils viennent soit de l'université de Sienne en Italie, soit de l'université libre de Berlin, voire d'autres instituts universitaires de Berlin. Donc voilà, c'est une collaboration internationale, c'est intéressant. Et alors, très important, allez voir à la fin de l'article, qui paye tout ça. Funding, c'est en partie, mais bon, c'est pas un article suspect de conflit d'intérêts, c'est supporté par le German Research Council, donc ce sont des fonds consacrés à la recherche fondamentale, et bien entendu avec ce genre de thème, il n'y a aucun conflit d'intérêts, les auteurs expriment ça clairement. Je vous rappelle l'importance de ces éléments pour juger d'une publication, vu la multiplicité des conflits d'intérêts au jour d'aujourd'hui. C'est une véritable plaie. Alors, intéressant aussi, voir leurs références. Alors, attendez, parce que je suis à l'envers, ça commence ici. Donc, il y a 52 références, et dont certaines, je trouve utiles. J'ai aussi été pêché un ou deux éléments là que je ne connaissais pas. Mais alors, cet article, c'est la trouvaille. Je ne traîne pas plus pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, cet article a entièrement trait à l'évolution du génotype DIO2. Mais avant de vous parler de ce que cet article nous apprend, je dois vous parler de l'évolution du génotype ApoE. Parce que il y a un parallèle
Et c'est absolument fascinant. Je vous dis, j'ai la chair de poule, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Bon, bref. Donc, ce génotype APOE, originellement, chez les grands singes, était, ou en tout cas est toujours, donc visiblement, vous savez que les grands singes et les humains ont des ancêtres communs, et chez les grands singes, on en est toujours à un génotype APOE E4-E4. Bon. Et sans qu'on ait des données très fournies, elles sont en fait très incomplètes, mais on sait que notamment en Afrique de l'Ouest et par exemple au Nigeria, il y a une grande prépondérance du génotype APOE E4-E4, mais qui ne débouche pas sur les mêmes risques de maladies cardiovasculaires et neurodégénératifs qu'en Europe du Nord et Europe occidentale. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce qu'il y a une diète complètement différente. La diète traditionnelle africaine, on va dire de ce que les gens mangent dans les villages, bon, dans les villes, dans les grandes villes, ça évolue dans le mauvais sens, mais ce qu'ils mangent dans les villages est compatible avec ce génotype, alors que ces mêmes populations émigrées au Royaume-Uni, par exemple, où il y a beaucoup de Nigériens, et alors ce qu'on voit aussi chez les sujets E4 en Europe occidentale ou en Amérique du Nord avec l'immigration venue d'Europe occidentale, eh bien c'est une toute autre chanson, il y a beaucoup plus de problèmes cardiovasculaires et neurodégénératifs, d'où toutes les mises en garde que je vous ai faites au sujet de ce génotype qu'il faut gérer avec une certaine précaution, faire de la prévention précoce pour justement effacer en grande partie les risques imputables à cet APOE4 par rapport aux autres allèles E3 et E2. Mais ce que je veux mettre en évidence aujourd'hui, c'est que nous savons clairement, d'après les recherches génétiques sur des fossiles, donc c'est l'anthropologie, l'anthropogénétique, c'est l'existence, l'apparition plus exactement du E3. L'allèle E3 est apparu il y a 230 000 ans. Il y a 230 000 ans, la situation était la suivante. Homo sapiens est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans. Et il n'est pas apparu dans un seul endroit. Toutefois, le plus ancien Homo sapiens découvert, c'est celui du Djebel Iroud, au Maroc. Et alors, c'est assez fascinant parce que on a trouvé ce crâne qui est assez complet, découverte extraordinaire, dans un endroit hautement improbable. On l'a trouvé en 1960, mais à l'époque, si vous voulez, on ne datait pas avec les moyens disponibles aujourd'hui. On utilisait le carbone 14 notamment, qui ne permet pas de remonter très loin. Donc, on ne s'est pas rendu compte que c'était un fossile très ancien. Et en fait, on a daté ce crâne proprement en 2017. Et en fait, cet Homo sapiens est vieux de 300 000 ans. Et c'est le plus ancien qu'on ait trouvé, évidemment. Alors, il y en a un autre qu'on a trouvé en Afrique du Sud. Il y a on l'a trouvé il y a longtemps aussi, en 1932. Là aussi, on a raté la datation. Et depuis 1996, on sait que ce crâne-là date d'environ 260 000 ans. Donc, Homo sapiens, en fait, contrairement à ce que peut-être vous avez entendu dire, n'est pas apparu en premier lieu dans le rift de la Corne de l'Afrique, du nord-est de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya. Je pense même vous avoir dit ça moi-même il y a peut-être 2 ans dans mes premières vidéos, parce que je croyais que c'était le cas, mais depuis, je suis bien au courant, indépendamment de ces articles que j'ai
Ça, c'est un autre article. Enfin, ça, je crois que c'est même Wikipédia. Mais j'ai vu, il y a une vidéo extraordinaire sur YouTube concernant justement toutes ces recherches archéologiques menées au Djebel Irhoud. Et ces recherches se poursuivent, ils ont encore trouvé énormément de choses et c'est absolument exceptionnel, je vous le recommande. Donc en fait, Homo sapiens est né partout en Afrique, plus ou moins dans une même tranche qui se comprend entre 200 et 300 000 ans, pas seulement en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, et donc c'est assez fascinant parce que Homo sapiens est apparu dans de multiples endroits et il se distingue des autres espèces humaines qui à l'époque existaient déjà en Europe et en Asie par une caractéristique extraordinaire, c'est un peu le sapiens, hein, c'est que ces Africains Homo sapiens travaillaient des coquillages pour en faire des bijoux. Ce que les autres espèces humaines d'Eurasie n'avaient jamais abordé. Donc, on voit qu'on allait vers la grande évolution que nous connaissons aujourd'hui, avec ses travers, mais aussi avec ses progrès exceptionnels. Et donc, en Europe, on trouvait à l'époque Homo neanderthalis, donc l'homme de Néandertal, qui y était implanté depuis probablement 400 000 ans, donc avant même qu'Homo sapiens n'apparaisse en Afrique. Et en Asie, il y avait à l'époque l'homme de Denisova, les Denisoviens, qui est une troisième espèce humaine. Donc, 3 espèces humaines ont coexisté il y a quelques centaines de milliers d'années. Alors avant, il y a plein d'autres fossiles. Bon, c'est très intriqué, très compliqué. Vous savez, cet arbre de vie est extrêmement complexe. Mais en tout cas, il y a 3 espèces humaines qui valent la peine d'être mentionnées. Homo sapiens en Afrique à l'époque, il a migré vers le nord, comme vous savez. Homo neanderthalis en Europe et Homo denisoviensis en Asie. Et donc, Homo sapiens est sorti d'Afrique. Probablement, il y a eu des tentatives, des échecs, des vagues successives, etc. Bon, la grosse migration s'est produite probablement il y a 200 000, 100 000, 60 000 ans, probablement par étapes et surtout passé par le Moyen-Orient, notamment dans toute la région d'Israël, de Palestine, de Jordanie, etc. On trouve des fossiles où on a des preuves que Homo sapiens et Homo neanderthalis, là-bas, ont coexisté. Ils ont tellement bien coexisté qu'ils se sont croisés, hein. Des couples se sont formés d'espèces différentes. Ces couples étaient féconds. C'est incroyable, hein? Et ça explique que le génome d'aujourd'hui, le génome des Européens d'aujourd'hui, contient entre 2 et 4% d'ADN propre à Homo neanderthalis. Donc, nous avons une part de Néandertal en nous. Encore plus incroyable, et ça n'a rien à voir avec cet article, ce sont des choses que je sais depuis un certain temps maintenant, mais qui me fascinent. Il y a eu aussi des croisements entre Homo sapiens et Homo denisoviensis, parce que nous avons aussi un pourcentage d'ADN venant de cette espèce humaine dans notre ADN. Bon, il est plus faible vers l'Europe, il est plus grand vers l'Asie et il est encore plus grand vers l'Asie du Sud-Est et notamment
du côté des Philippines et du côté de la Papouasie, où là, il y a un pourcentage élevé d'ADN dénisoviens, allant jusque 5%, voire plus. Donc, c'est très marqué. Et alors, pour couronner le tout, pour bien vous rendre compte que ces 3 espèces humaines se sont croisées, étaient fertiles, et des couples se sont formés, on a trouvé, il n'y a pas si longtemps, je pense que j'ai ça quelque part dans tous mes papiers, mais j'ai tellement trifouillé dans tout ça que je ne sais pas si je vais le retrouver, je le sais de toute façon par cœur, je crois que c'est ici. Il y a 90 000 ans, 90 000 ans, on a trouvé un morceau de squelette, un tout petit morceau, je crois que c'est même un doigt, dans lequel on a pu retirer de l'ADN, probablement dans des grottes très froides, du côté de la Sibérie ou de la Mandchourie, etc. Je ne vous garantis pas exactement le site. Et là, on a trouvé un fossile dont la moitié des gènes étaient de type néandertal et l'autre moitié Denisova. Un hybride parfait de ces 2 espèces humaines. Bon. Donc voilà un peu le tableau, ok? Et donc, par étapes, dans les 100 à 200 derniers milliers d'années, Homo sapiens a migré vers le nord, et on a vu apparaître, non plus uniquement ce E4, mais on a vu apparaître du E3. 230 000 ans, les premiers E3 sont apparus. Je ne connais pas la localisation exacte, mais c'est une donnée qui est publiée. Et puis le E2 est apparu, c'est pas une parution dans un journal, il est apparu il y a 85 000 ans. Donc, il y a une migration d'Homo sapiens qui vient d'Afrique vers le nord, qui rencontre des climats beaucoup plus froids, et on passe de E4 vers E3, puis de E3 vers E2, c'est une évolution favorable. La sélection favorise E2, on voit la prévalence du E2 qui augmente par rapport au E3, et celle du E3 qui augmente par rapport au 4. Donc ce sont des évolutions favorables, des mutations favorables de gènes qui sont de plus en plus privilégiées par l'évolution positive, vu qu'ils apportent des avantages, en tout cas dans ce contexte, dans l'environnement des régions du Nord. Mais pourquoi on peut imaginer quand même que de E4 vers E3 et de E3 vers E2, on a la capacité de manger plus de graisse. Il faut manger plus de graisse pour tolérer le froid. Voilà, ça c'est l'évolution. Bon, il est temps qu'on passe au DIO2, parce que alors là, je suis resté sur mon... bon, parce que, alors je vous montre tout de suite le vif du sujet, parce que le temps passe. Le DIO2 d'Homo sapiens, comme vous le savez, contient l'allèle dit sauvage T. Donc DIO2, c'est homozygote sauvage TT, hétérozygote TA et homozygote variant AA. Bon, donc c'est ça qu'on va utiliser, parce qu'on peut utiliser d'autres manières de désigner ces différents génotypes en utilisant notamment les nucléotides, mais ici on utilise les acides aminés. Donc le T vient de la thréonine et le A de l'alanine. Donc c'est ça, TA. Ok, c'est l'acide aminé qui est utilisé. Et alors, j'ai appris ce matin qu'on rencontre chez nous, Homo sapiens, que je sache, même si nous avons nos petits pourcentages des autres espèces humaines, mais on rencontre une majorité de T. Alors, j'ai des chiffres. En plus, je vous ai tiré les chiffres officiels généraux en Europe pour les 3 génotypes.
Donc en Europe, on trouve 45% de TT, donc d'homozygotes sauvages, 41% d'hétérozygotes et 14% de AA, donc les homozygotes variants. J'ai comparé avec ma population, puisque j'ai, je crois, 1600 DIO2 dans mes patients, enfin testés chez mes patients, uniquement moi, hein, donc pas mes collègues, donc juste moi, parce que moi j'ai accès à mes génotypes, j'ai pas accès aux génotypes des autres. Les génotypes, c'est très confidentiel. Et j'ai un biais de recrutement, ça j'en étais persuadé, je m'en suis rendu compte ce matin aussi, c'est vous dire l'émotion de la journée. Et en fait, au lieu des 45% attendus en Europe, puisque j'ai quand même essentiellement des patients d'Europe, il y en a quelques autres, mais ce n'est pas très significatif en pourcentage, j'ai moins de 45%, je n'ai que 38% d'homozygotes sauvages, parce que j'ai plus de variants. Je crois qu'il y a un biais de recrutement qui fait que les variants ont plus de problèmes pour équilibrer leur thyroïde et que donc, par un chemin un peu logique, j'en récupère plus parmi mes patients. Oui, c'est un biais prévisible, tout comme je vous ai dit l'autre jour dans une autre vidéo, que j'avais un biais de recrutement incroyablement marqué vers les ApoE2 parce qu'ils ont besoin d'une diète différente. Voilà, ça c'est des biais de recrutement sur des grands nombres, entre 1500 et 2000 génotypes de chaque sorte. J'ai une base statistique significative. Et c'est incroyable, ça en dit très long. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a de tels biais? Parce que les gens ont besoin de plus d'aide quand ils ont des génotypes particuliers. Donc ça prouve beaucoup de choses. Alors, maintenant, si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Donc on est bien d'accord qu'Homo sapiens, s'il y a ces 45%, moi j'en ai un peu moins, 38% d'homozygotes sauvages, etc. Mais, voilà l'affaire ici. Les Néandertaliens et les Denisoviens n'ont pas le T. Ce sont des AA, donc ce sont des homozygotes variants par rapport à nos références. Mais pour eux, évidemment, c'était la version unique, c'était la version dominante. Il n'y avait pas le T, il n'y avait pas eu cette mutation. Et c'est inimaginable parce que, en plus, ça correspond aussi, comme les ApoE, aux grands singes. Alors ici, je vous ai fait la liste totale, je me suis amusé, hein. Donc, chez le bonobo, qui est très proche de l'humain, le bonobo, hein, très proche de l'humain, beaucoup plus proche que le chimpanzé. Chez le chimpanzé, chez l'orang-outan, chez le macaque, chez les capucins, chez les gorilles, chez les ouistitis, chez les gibbons, chez les sapajous, chers au capitaine Haddock, et chez les babouins, ils ont tous le génotype AA. Donc les grands singes et les autres espèces humaines sont AA. Et quelque chose s'est passé chez Homo sapiens qui a favorisé la prolifération de ce que nous appelons sauvage, mais qui en fait est un variant par rapport à la version originelle. Mais donc le T, hein, pourquoi? Parce que ce T correspond à une meilleure conversion de T4 en T3. Vous savez que la version A, que nous appelons variante, réduit la conversion. Et donc, besoin d'hormones thyroïdiennes accrues pour affronter le froid du Nord, eh ben, voilà, mutation favorable qui est promue, qu'on retrouve de plus en plus au fil des générations. Et donc, voilà pourquoi, certainement, on retrouve de nos jours de plus en plus de thé, et en Europe particulièrement. Alors ici, il y a des petits fromages, si vous voulez, et on voit bien qu'en Europe, donc le thé est en vert et le A est en orange. Hein. C'est ce que j'utilise d'ailleurs dans mes propres dossiers. Vous voyez, et en Europe, ici, le fromage montre beaucoup plus de thé que sur les autres continents où c'est quasiment réparti. Et en Europe, il y a une prépondérance de thé.
Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que d'abord, c'est pour moi fondamental de comprendre un peu d'où nous venons, de comprendre nos origines, de comprendre ces différences et ces migrations gigantesques qui ont eu lieu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les Africains modernes n'ont pas d'ADN néandertalien ou dénisovien. Ils ont des ADN purement sapiens. Donc ceux qui sont restés en Afrique n'ont pas rencontré ces autres espèces humaines, ne se sont pas croisés avec eux et donc n'ont pas eu ces apports d'ADN d'autres espèces. Et donc, oui, tout ça est quand même très solide. Alors bon, il y a un certain nombre de choses qui restent inconnues. Il y aura encore d'autres fossiles à trouver, etc. Mais, vous savez, moi, alors, pour la petite anecdote, parce qu'il nous reste plus que 2 minutes, vous voyez, voilà les différences morphologiques des squelettes. Alors, ici, vous avez Sapiens à droite, Denisova au milieu et Néandertal... Sapiens, donc, parce que forcément, comme c'est renversé sur l'écran, Sapiens, où je mets mon index ici, Denisova au milieu, et alors Néandertal est là. Vous voyez qu'il y a des différences de forme du crâne. Hein. Néandertal avait un crâne plus grand, mais le cortex était moins plissé, donc il y avait peut-être moins de capacité, certainement moins de capacité de réflexion avec la matière blanche, avec le cortex. Et donc, vous voyez qu'il y a enfin, tout ça est bien étudié. Moi, je trouve ça absolument fascinant. J'espère que c'est un thème qui vous plaît. Bon, en résumé, peut-être que ceux qui ne sont pas intéressés par l'évolution se diront, bon, ben, moi, j'ai pas appris grand-chose. Ben, si, vous savez, ces génotypes ApoE, DIO2, eh bien, ils sont importants. Ils méritent d'être testés. Ça nous permet d'adapter notre diète, surtout pour l'ApoE. Ça nous permet de peaufiner d'éventuels traitements thyroïdiens concernant le DIO2. Et un peu par curiosité aussi, je vous incite à obtenir ces renseignements, peut-être pour voir un peu à qui vous ressemblez. Alors, moi, je ressemble à Goliath. Non, je rassemble à Goliath, que je vous montre pour terminer. Alors, il est tout endormi, mais je vous garantis bien qu'on va faire une bonne petite promenade, parce que monsieur sommeille toute la journée dans la chaleur, mais le soir, quand il s'agit d'aller promener, eh bien, il est très vif. Merci pour votre fidélité. Tous les vendredis 19h30, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Je vous attends encore vendredi prochain. Merci. Au revoir.